Ah, j'aime bien ce titre. J'aime beaucoup ce titre de podcast. Moi, j'ai envie de démarrer en faisant le beauf. Bah, comme à chaque podcast. Et patron, il dit tous des cons. Hein. Voilà, ça c'est fait. Fini pour la contribution de Romain à cet épisode. Merci à tous d'avoir Avec plaisir. Bonne soirée les gars, bon enregistrement. Il faut savoir qu'on a suivi... Oula, waouh, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'on a choisi ce sujet exclusivement pour énerver Manuel. Parce qu'on sent qu'il a des choses à dire là-dessus. Ça va, Manuel ? Ça va. Jusque-là, tout va bien. Manuel, t'as été patron à peu près 100% du temps de ta vie ? Oui. C'est-à-dire depuis la naissance, Manuel est patron de quelque chose en fait. Donc ils se sont concernés par ce titre. Manuel, est-ce plus difficile d'être patron pour soi-même ou pour les autres ? C'est complètement con. Il se pense dans un autre podcast. Il est chez Cyrus North. D'être patron Un pour petit jus soi-même. d'orange. Oui, c'est vrai que t'as fait ça quand même jusqu'à maintenant en fait, où t'es toujours patron. Hein. Mhm. Mais t'es pas con, hein. Avec ce que t'as en face, en même temps, c'est difficile. Hein. Ça va être compliqué. Non, mais c'est un truc qu'on entend tout le temps, en fait. Ouais. Surtout en France. Et d'ailleurs, c'est pas juste un truc qu'on entend comme ça dans le vide. Moi, je l'ai déjà entendu à propos de toi. Hein. Bah, bien sûr, et j'espère bien. Plein de fois d'ailleurs. J'espère bien. Tout comme j'ai entendu précisément l'inverse. Bah, Donc, j'espère aussi. ça dépend vraiment de la personne que t'as en face. Le en France, c'est pas cliché, c'est vraiment vrai. C'est pas, enfin, j'ai l'impression que c'est juste que dans les autres cultures, peut-être qu'ils le disent moins, ils le crient moins, mais peut-être qu'ils le pensent tout autant. Je sais pas, hein, je te pose la question. Je vais bientôt aller voir ce qui se passe un tout petit peu aux États-Unis, donc je verrai. Mais là-bas, c'est très faux cul. Mais Non, mais je pense que... Alors, c'est difficile de généraliser, parce que ça dépend où aux États-Unis. Toi, tu vas à côte Est. Mais non, le rapport au boss, c'est pas du tout le même ok. aux US. Mais non, ça les empêche pas peut-être de le penser, mais ici, il y a des tonnes de gens qui crient des trucs avant même d'avoir pensé, tout court. Donc... Après, est-ce qu'il vaut mieux des tonnes de gens qui crient avant d'avoir réfléchi ou des gens qui disent pas exactement tout ce à quoi ils pensent? Je sais pas s'il y a un très bon système, mais en tout cas, il y a cette espèce de posture qui est de dire que les patrons sont des cons, qui sont pas gentils, qui sont méchants, qui exploitent les gens, etc., etc. Cette espèce de ritournelle qui est assez fatigante. Je m'étais promis de faire un hommage à Sébastien Tellier dans un podcast. Ritournelle est placé pour les connaisseurs. Okay. Et donc oui, c'est assez agaçant d'entendre ça. Mais ce qui est le plus agaçant, je trouve, c'est de l'entendre sur des générations qui arrivent en ce moment sur le marché du travail. Et qui se sont pas du tout élevés dans les mêmes codes que les anciennes générations, parce que si il y a des jeunes générations qui arrivent sur le travail, il y a aussi des jeunes patrons qui dirigent pas du tout leur boîte de la même façon qu'on l'a dirigée il y a 50 ans, en fait. Et pour toi, c'est regrettable ? On y perd ? De quoi ? Bah, le fait que les futures boîtes et peut-être les nouvelles boîtes actuelles soient dirigées d'une manière différente ? Non, enfin, moi, ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie générale de le projet collectif. On est là pour partager une ambition. On va écouter, faisons une boîte à idées, etc., etc. Toute cette merde là, ça m'agace profondément quand c'est hypocrite. C'est-à-dire que je suis d'accord pour qu'on écoute des feedbacks, évidemment on permette aux gens de dire ce qu'ils pensent de quelque chose, etc. Mais cet équilibre ne peut tenir qu'à partir du moment où tes collaborateurs ont conscience du fait qu'ils sont dans une boîte. Alors je parle des boîtes privées, hein, évidemment, je parle pas de la fonction publique, parce que là, sincèrement, c'est un épisode où on peut... C'est un autre podcast qu'il faudrait ouvrir, peut-être. Ouais, peut-être pas. Je sais pas si on pourra le refermer celui-là. Quand t'es dans une boîte privée, tu sers des intérêts privés, en fait. Il y a des actionnaires, des gens qui dirigent la boîte, c'est pas toujours les mêmes. Ça peut être le cas, mais c'est pas toujours les mêmes. Et il y a des gens qui bossent dans cette boîte.
Les gens qui bossent dans cette boîte sont au service du projet professionnel de cette entreprise. Et si, évidemment, leurs feedbacks sont importants, c'est pour améliorer le projet de cette entreprise. C'est pas pour changer de projet d'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens sont pas contents qu'ils vont convaincre les actionnaires de changer de projet. Ouais. À un moment, il faut que chacun joue son rôle. Il faut connaître sa place. C'est ça la réalité. Et si ça te va pas, la meilleure sanction, c'est que tu partes, en fait, que tu te casses. Ça, c'est la meilleure Trouve sanction. une boîte qui est en accord avec ta vision. Exactement. J'allais dire, j'ai entendu, mais non, on a entendu, Léo. Ouais. Il y a pas si longtemps. Ouais. Oui, mais c'est important, je crois à l'intelligence collective. Ouais, mais dans intelligence collective, il y a intelligence. Parce qu'à un moment, quand l'intelligence collective devient de la connerie collective, c'est un problème, en fait. En fait, j'ai l'impression, il y a deux choses, c'est, on est dans notre génération avec Léo, où ça s'arrête même plus au patron. C'est du moment où t'as un manager ou une personne, t'as envie de l'avoir comme un collaborateur. Ils ont peur du mot qui pourrait définir le fait que la personne soit au-dessus d'eux. Parce qu'il y a une aversion grandissante et générale envers le pouvoir. Donc dès qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut être au-dessus de toi, tout de suite il y a une réaction épidermique, il y a une réaction allergique qui fait que t'as pas envie d'avoir les responsabilités qui vont avec. Après, on l'a vu dans le côté complètement kitsch de deviens entrepreneur, tout le monde peut être entrepreneur, alors que en fait, ça pourrait être un caméraman qui est tout seul dans son équipe, ça devient un entrepreneur, et de leur dire je n'aurai pas de patron. Ça, combien de fois je l'ai entendu moi depuis mon adolescence moi je veux pas avoir de patron. En fait, t'en auras toujours un. En fait, ça sera peut-être le propriétaire du loyer que tu payes. Ça sera peut-être, mais il y aura toujours quelqu'un qui va te décider pour toi. Ça sera la police nationale. Ce sera ton patron. Tu pourras faire pas tout ce que tu veux dans la rue. Ça sera, donc je pense que t'as ce truc-là où, ouais, ils ont vraiment du mal à accepter le fait que. À partir du moment où tu vis en société, on est tous assujettis à des règles de fonctionnement. Donc c'est la société dans laquelle tu vis, c'est les lois du pays dans lequel tu vis. C'est après il y a la bienséance. Alors on va vous le dire, ça va éviter les problèmes de micro. En Romain à la crève. Donc si vous entendez des bruits étranges dans le fond, je suis discret. C'est Romain qui gère ses miasmes. C'est pas un chat. Et donc il y a des règles systématiquement, et à partir du moment où il y a des règles, tu te soumets à ces règles-là. Sinon, il faut vivre tout seul sur une île déserte. Et si tu veux, un patron est aussi dirigé par des facteurs extérieurs qui vont être ses clients, son marché, ses compétiteurs, etc. Donc, c'est pas le Graal. En général, ton N+1 te transmet un peu de la pression qu'il a déjà, lui, par rapport à son N+1. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas juste quelqu'un qui te balance des trucs comme ça pour te faire chier. N+1, si jamais... au-delà de la fonction au-dessus. C'est ton supérieur hiérarchique. Voilà. C'est le niveau +1. Donc voilà, mais si on prend le sujet vraiment point par point, on élève, même dans la scolarité, on a en France en particulier, une espèce de hantise de la compétition. Ouais. On n'aime pas ça. On en est arrivé à un stade où certains réfléchissent à ne plus mettre de notes aux élèves. On va leur mettre des gommettes avec des couleurs. Donc on dira pas t'as eu 3 sur 10, on dira tu as eu orange. Alors que lui, il a eu violet. Et elle a eu vert. Wow. Tu vois? Donc ça les prépare vachement à la réalité de la compétition. Ensuite, tu as un niveau, grosso modo, scolaire et de culture générale, de vocabulaire, etc., catastrophique. J'en parlais encore il y a pas très longtemps dans ma dernière newsletter, que certains sourcent plus ou moins bien. Grosso modo, on a divisé par rapport il y a quelques années, selon une étude du CNRS, le vocabulaire des jeunes adultes par 100. Okay. Voilà. Donc c'est quand même un problème de maîtriser à peu près 300 mots de vocabulaire, là où un adulte qui a suivi une scolarité normale, normalement, on maîtrise à peu près 30 000. Donc, on a un vrai problème de niveau. Donc, aujourd'hui, le système scolaire, il y a un nivellement par le bas sur grosso modo ceux qui sortent du lot.
en 1997, pour les gens qui avaient le bac, sur l'ensemble des mentions, hein, assez bien, bien et très bien, c'était à peu près 20%. Aujourd'hui, c'est à peu près 80%. Donc on a multiplié le nombre de mentions par 4 par rapport à la fin des années 90. Donc autant vous dire que le bac, c'est gratos. En plus, le système continue et intervient désormais pour l'obtention du bac. Donc le côté j'apprends à gérer la pression, je suis bon le jour de l'examen, j'ai pu être excellent toute l'année, mais si je me chie dessus le jour de l'examen, peut-être que j'ai pas mon bac. Donc ce truc n'existe plus. Tout le monde applaudissant à deux mains pour dire ah ouais mais quand même il faut que ça soit représentatif du travail de l'année, etc., etc. Ben ouais, mais ça prépare pas au fait que il y a pas 12 occasions de faire une bonne première impression en fait. Donc dans ta vie professionnelle, il faut être bon le jour J. Il faut pas être bon la veille de ton rendez-vous avec le client. Et il faut pas être bon le lendemain de l'envoi de ton email. Il faut être bon quand il faut être bon en fait. Donc ça n'apprend pas du tout ça. Donc on a un niveau baissier. On est en train de brader les mentions. On a un niveau de vocabulaire catastrophique et on élève grosso modo tout ce beau monde en leur disant que ils peuvent être entrepreneurs, qu'il n'y a aucune raison d'avoir un patron, que de toute façon c'est juste quelqu'un qui les exploite, et que même s'ils bossent dans une boîte, ils ont leur mot à dire sur la direction de cette boîte et sur les choix stratégiques qui sont faits. Eh ben ça va pas nous faire de la France un pays placé sur l'échiquier de la compétition à un endroit très très positif. Hein. Et j'ai le sentiment que non seulement on a de moins en moins le sens des responsabilités, de la hiérarchie, etc., mais simplement on perd vachement le goût du travail en fait en lui-même. Oui, le goût de l'effort. C'est-à-dire que il y a plus la notion du temps en fait. Ouais. Avant, mais j'ai l'impression franchement de parler d'une époque qui était extrêmement lointaine. On parle d'une époque d'il y a 10-15 ans. Donc c'est une génération quoi, tu vois. Les gens comprenaient que tu démarrais à un endroit et qu'il fallait que tu fasses tes preuves et que ça allait prendre du temps et qu'ensuite tu gravissais un échelon et que cet échelon te permettait d'accéder à un autre, etc., etc. Maintenant, c'est plus ça. J'arrive, je te fais l'honneur de ma présence. Oui, c'est vrai. D'accord. J'arrive, je définis des nouvelles règles. Je veux absolument maintenant, à mon arrivée, participer immédiatement à on fait plus comme ça. Moi, dès que je vois des gars arriver dans l'organisation qui commencent à te dire on pourrait faire différemment, déjà j'ai une lumière orange qui s'allume. Parce que j'aimerais bien d'abord, peut-être qu'on pourrait faire différemment, c'est pas le problème, mais d'abord tu prouves que tu rajoutes de la valeur à ce qui existe déjà, et après on réformera peut-être le système quand tu auras démontré que tu as apporté de la valeur et que tu t'es fait adopter des équipes existantes. Parce que la première chose à faire quand tu arrives dans une organisation, c'est de faire preuve d'humilité, de délivrer et d'être adopté par respect pour les gens qui sont déjà là depuis plus longtemps que toi. T'arrives pas dans un pays en disant maintenant c'est plus comme ça, c'est comme ça. Non, ça marche pas. Donc avec les stats que tu nous donnes là en France, en synthèse, plus on avance, plus les générations sont complètement débiles. Pour la globalité en tout cas. Mais à l'inverse, dans le sens international, les boîtes n'ont jamais autant eu de valeur qu'aujourd'hui. C'est juste grâce aux technologies, c'est-à-dire qu'on peut plus vraiment compter sur les êtres humains qui vont prendre le flambeau par la suite et succès qui... Parce qu'il y a des êtres humains qui ont beaucoup de valeur. Mais de plus en plus rares. Non, c'est juste qu'ils sont plus là. L'Europe ne forme plus les grands cerveaux de ce monde, en fait. Ou alors ils partent très vite. Et quand c'est le cas, ils se cassent. Parce qu'on est incapable de les retenir. Mais là, parce qu'on n'est pas capable de les payer au bon niveau. Parce qu'on n'est pas capable de les mettre dans des organisations qui leur donnent envie de rester là, etc. Plus lent. Je vous donne un exemple avec un proche que vous connaissez sur le métier d'avocat.
les postes proposés ici sont payés aussi bien que si t'es manager d'une boutique, alors que t'as fait 10 ans d'études, que t'es trilingue, tu vas aux États-Unis, t'es payé 5 fois le salaire. Alors c'est pas les mêmes niveaux de vie, il faut plus d'argent, etc. Je mets tout ça en comparaison, mais il y a quand même des propositions et des... Oui, mais tu compares quand même Paris à une grande ville américaine. Donc, ouais. C'est pas non plus, c'est assez comparable, on va dire. Ouais, oui, ok, je comprends. T'es pas en train de comparer c'est dingue quand même, tu vois, que Lyon tu fais... à Boston, tu vois. Ouais, je comprends. C'est pas contre Lyon, ce que je dis. Ouais, je comprends. Si. Mais donc oui, c'est un fait. Pour voir un proche qui est étudiant dans ce domaine-là, c'est incroyable de voir les offres qu'ils ont à l'étranger versus ici, quoi. Mais regarde, je lisais un article sur The Economist hier. Ils te disent, aujourd'hui au Vietnam, le niveau en sciences à la sortie du collège est 6 fois supérieur à la Grande-Bretagne. Ah la vache. Dans un pays qui est 8 fois plus pauvre. On a un problème. Oui, sauf que en Occident, on va te répondre que les conditions là-bas sont terribles et que c'est pas viable et qu'on souhaite pas avoir un meilleur niveau en sciences au détriment de notre liberté, de nos loisirs, etc. C'est pas ça le problème, c'est que nous, dans cette espèce de vieille Europe, et nous les Français en particulier, on a ce mythe de l'égalité, à un point où ça fait partie de notre devise nationale. Et il y a 2 grandes familles de pensée. Il y a ceux qui veulent l'égalité, quitte à ce que tout le monde soit dans la merde. Grosso modo, je suis désolé, je vais être obligé de faire un peu de politique, c'est la famille de pensée plutôt flaguée à gauche, et tu as la famille de pensée qui veut la liberté, qui fait aussi partie de notre devise nationale, et qui est la famille de pensée qui est flaguée plutôt à droite. Historiquement, c'est comme ça. Et nous dodelinons comme des pingouins sur la banquise, sauf qu'on n'est pas ceux qui glissent le plus loin, visiblement, à osciller entre égalité et liberté, et on ne sait pas choisir. Et à force de ne pas choisir, on a le pire des 2 mondes. Et on n'a même pas de fraternité. Et la fraternité est piétinée au passage. Je pense que la question de choix, elle est intéressante quand on parle de pays beaucoup plus pauvres. C'est que, justement, ils ont pas le choix. Ici, tu vois qu'aujourd'hui, moi en tout cas, j'ai été dans la génération où t'as les grands-parents qui ont fait la guerre, alors ils ont pas envie que toi tu sois pas bien, ils veulent te protéger, puis t'as les parents qui se disent moi j'ai pas fait beaucoup d'études, fais des études, alors je te paye tes études. En fait, t'es vraiment accompagné, couvé. Je sais pas si c'est générationnel, parce que moi j'ai pas eu ça. Moi je me vois pas très différent des toutes dernières générations, pour le coup. Pour moi j'en fais partie. Ah ouais? Ah, je vois pas une différence drastique entre les dernières générations qui commencent déjà à travailler, j'entends, donc c'est pas si loin, mais je vois pas une très mais grosse moi non plus. différence. Ah non, mais pardon, c'est exactement ce que je disais là. Ah bon? C'est non, que tu te sens proche de sur le plan socio-culturel, les trucs que vous regardez, que vous avez en commun, etc., etc. Mais enfin, tu n'as pas du tout le comportement de la génération qui se présente sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Si je me présentais sur le marché de l'emploi, si. On sait très bien que je pourrais pas bosser dans une entreprise. Ah non, tu vois, t'es inemployable. oui, ça voilà. c'est sûr. Donc si. Mais au moins tu l'assumes. Mais par contre, Alors que eux j'ai trouvé autre chose. le sont, mais ils se présentent quand même. Oui. Ils ne l'assument pas. C'est là que je me dis, heureusement que j'ai trouvé autre chose. Mais sinon, je me vois pas si différent de cette génération. Mais je sais pas à quel point notre sujet global du podcast est générationnel, parce que pour le coup, j'ai toujours entendu que les patrons étaient des cons. Oui. Ça, même bien avant, genre l'époque de mon père, etc. J'ai toujours entendu ça. Alors d'où ça vient? Parce que moi jamais, parce que dans ma famille ils ont tous été des patrons, donc j'ai pas connu ça, je dois quand même le dire. Monégasque. Mais non, non, ça n'a aucun rapport pour le coup. Tous ceux qui étaient patrons étaient français, donc non. Mais Est-ce que les patrons sont vraiment des cons? Il y en a. Bien sûr qu'il y en a, et il y en a plein. Mais on peut pas généraliser, on peut pas dire que les employés sont tous des fainéants et que les patrons sont tous des cons, en fait. Tu vois, c'est pas possible. Mais il y a quand même des grandes mouvances. J'ai quand même l'impression que notre génération, grâce à Internet et aux technologies, a permis à des tonnes de gens d'accéder au monde de l'entreprise, de fonder leur boîte, de créer des boîtes, de diriger ces boîtes à
alors qu'ils n'étaient pas des entrepreneurs nés, et qu'il y a encore quelques années, diriger une boîte, bah, si tu venais pas de la bonne famille, c'était pas possible. Ouais. C'était réservé à quelques privilégiés. Il y avait ce côté presque héréditaire. Il fallait hériter de la boîte de papa si tu voulais un jour être patron. Internet a changé ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis la preuve de ça. Ouais. Moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Et encore moins d'une famille privilégiée. Je viens de la classe moyenne, de la classe ouvrière moyenne française. Donc, il y a une autre génération d'entrepreneurs qui est arrivée, beaucoup plus empreinte de la culture web et beaucoup plus empreinte de la culture anglo-saxonne. Ils dirigent pas leur boîte avec les mêmes préceptes que les mecs qui viennent de l'aristocratie classique, qui héritaient de la boîte de papa, etc., etc. Ok. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est arrivée, qui dirigent pas du tout leur boîte de la même façon et qui sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on voyait par le passé. Est-ce que c'est gage de qualité ? Pas forcément. Parce que c'est aussi des fois un peu le foutoir, l'improvisation, etc., etc. A contrario, il y a des tonnes de gens qui arrivent sur le milieu du travail, à force de promettre le recrutement sans CV, le recrutement sans diplôme, etc., etc., et qui arrivent tout feu tout flamme en pensant que il y a que eux et les petits oiseaux pour révolutionner tout ce qui va se passer dans le monde, en fait. Et ça marche pas non plus. À un moment, je pense que c'est bien de se remettre aussi à la réalité du marché, c'est-à-dire est-ce que ce que tu fais est bien ou pas, en fait. Ouais. Et d'avoir l'humilité d'écouter des gens qui sont là depuis quelques années sur ce marché et qui vont te dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et on en arrive à l'accueil de la critique. Et effectivement, c'est un vrai problème. C'est un vrai souci parce que à force de dire on doit écouter tout le monde et on va faire nos putains de boîtes à questions, etc., etc. là, et ben en fait, ça nous fabrique des gens qui sont pas foutus de prendre les faits dans la tête. Et moi, j'estime que dire factuellement les choses à quelqu'un, c'est déjà l'aider à progresser. Ouais. Mais c'est pas forcément facile à entendre. C'est là que tu passes pour un con. Oui, mais ça me dérange pas, en fait. Ça me dérange, mais pas du tout. Il faut parfois passer pour un con pour être un bon patron. Bah, évidemment. Souvent. Évidemment. Parce que, à un moment, si tu n'es pas le mec qui va dire ce qui dérange tout le monde, mais qui va le dire tout haut, qui va l'assumer, qui va dire non, je suis désolé, là, ce que tu dis, c'est pas acceptable. Ça veut dire qu'il y a plus de cadre. C'est-à-dire que tout est permis, ça devient une boîte de sauvageons, en fait. Donc, c'est pas possible. Ça, c'est un truc que mon père m'a toujours raconté. Il était chef de rayon dans une grande surface. Il m'expliquait qu'au début, il était hyper sympa. Chaque fois qu'on lui demandait une journée, des congés, etc., machin, bah, il donnait tout. Et en fait, il s'est rendu compte que très vite, les gens en profitaient. Bah, bien et sûr. qu'il pouvait pas diriger son rayon, ses équipes comme ça, c'était impossible. Sinon, c'était le chaos. Mais c'est exactement ça. Et si à un moment, tu laisses passer des trucs, mais en fait, c'est une spirale qui ne va que vers le bas. Et c'est un vrai souci. Et aujourd'hui, pour reboucler avec ce qu'on disait sur l'éducation, ils sont tellement plus habitués à entendre des vérités sans pincettes, sans vaseline autour, que quand ils en prennent quelques-unes dans la tête, ben ils savent pas le gérer. Et immédiatement la réaction c'est ah ben c'est un connard ou alors il est méchant. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de patience ? Tu parlais tout à l'heure du fait que quand ils arrivent dans une nouvelle boîte, ils veulent absolument tout changer tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus une tendance à changer de boîte tout de suite au bout de 6 mois, 1 an, parce que tu vois que tu fais pas de changement, que t'apportes pas de valeur, etc. dans l'entreprise. T'as pas réussi à implanter un peu ta personnalité finalement, et du coup tu changes tout de suite avant même de voir si t'aurais pu apporter quelque chose. Mais ça déjà, implanter sa personnalité. Ouais, mais je crois que c'est. Mais le les temps gens que ça veulent faire. prend, ouais, mais c'est pas possible. Mais vous avez raison, mais dans n'importe quel secteur, moi je vois dans mon domaine qui est plus la vidéo, les ingénieurs son, etc. Premier tournage, ils te disent ah non, on va pas faire comme ça, on va faire ça. Moi je veux mettre ma patte, en fait là pour l'instant tu fermes juste ta gueule en fait. Enfin déjà tu viens, je négocie pas ton prix, t'es là Ouais, la alors, t'es journée. pas obligé de le dire comme ça. Bah après, non mais à un moment tu viens dans un format qui est établi, qui est là depuis des années. Déjà on va faire ça.
Ensuite, si t'as d'autres idées, on les testera. Mais t'as ce truc, effectivement, t'as raison, ce truc de je vais implanter mes idées, je veux être, mais ça prend une éternité. Enfin, pour donner un exemple avec Manuel que je prends que je prends à chaque fois, ça doit faire 7 ans qu'on se connaît. Il y a des trucs que je me permets tout juste maintenant sur certains sujets de l'ouvrir, mais parce que ça m'a demandé tellement de temps pour observer, comprendre et me dire putain en fait ça, tu vois, tu l'observes depuis tellement longtemps. T'as beau l'ouvrir, ça marchera toujours moins bien que ce qui est déjà fait depuis 25 ans, en fait. Et peut-être qu'au moment où tu voulais l'ouvrir, tu l'avais pas totalement compris. Exactement. Alors, parfois, tu l'ouvres, tu t'en prends une et puis tu redémarres. Bon, ça, c'est une faculté que j'ai pas de problème. Mais non, c'est ce truc-là ça prendra du temps. Et moi, j'estime que la première des politesses, c'est de dire à toutes les personnes qui t'entourent qu'elles aient un jour d'expérience dans l'entreprise ou 10 ans ou 20 ans ou 30 ans d'expérience dans l'entreprise, ce que tu penses. C'est de le dire clairement et sans détour. C'est de dire, voilà, moi, mon job, c'est de diriger cette boîte, c'est donc de préserver le projet de cette entreprise. Mmh. Ce que tu es en train de me donner ou de me livrer ne va pas dans le sens du projet de l'entreprise. Ton projet perso, j'en ai rien à foutre, en fait. T'es pas là pour ça. Ouais. Que tu sois employé, fournisseur, peu importe, à partir du moment où tu es dans une forme de relation contractuelle avec l'entreprise, tu es là pour servir le projet de cette entreprise. Si le projet de l'entreprise est mauvais, cette entreprise va disparaître. Et elle sera sanctionnée par le marché. C'est comme ça que ça marche. Et donc, ton job à toi de dirigeant, c'est de dire à tout le monde ce que tu penses être juste par rapport au projet de l'entreprise. Et de ne pas raisonner en fonction de ce que les gens ont envie d'entendre. Bah, c'est pas viable sur la durée. Alors, tu peux mettre toutes les formes que tu veux, mais au bout d'un moment, ça ne marche pas. À un moment, il faut dire factuellement aux gens, et assez brutalement, ça c'est bien, et ça c'est pas bien. Et si t'es pas d'accord avec mon appréciation, on a un problème fondamental, parce que je suis le dépositaire du projet de l'entreprise. Donc, soit tu comprends ce que je te dis, et tu comprends que le but, c'est que y ait une forme de réaction qui te permette de revenir sur les rails, soit tu refuses ce que je te dis, et tu dois quitter le projet. Ce qui est difficile, c'est que j'ai l'impression que dans de plus en plus de boîtes, il y a des relations personnelles, en fait, qui se construisent. Mais parce que ils aiment pas le conflit. Donc le moment où, moi ça m'est arrivé, à certains moments, des collaborateurs qui veulent me parler perso. Je les coupe. Je leur dis, écoutez, au début, c'est pas ce que je faisais. Au début, j'avais cette relation perso, etc., qui m'a fait éclater des collaborations professionnelles qui pouvaient fonctionner. Ouais. Mais parce que le perso était trop rentré dedans. Comment tu veux engueuler une personne quand le matin, elle débarque, que t'es à moitié en short en train de te faire un café? Oula, et que ça, c'est très perso, ça, quand même. Mais non, mais tu sais, quand on a débuté YouTube, tu vois, c'est des exemples que je donne et que les gens connaissent. Donc, je pense que c'est important aussi, à certains moments, de dire, écoute, ok, je peux sous-entendre ce qui se passe dans ta vie perso. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça. Et c'est en faisant ça que du coup, la personne comprendra que quand tu le juges, tu juges uniquement son travail. Ouais, c'est ça qui est dur. C'est ça qui est difficile, c'est que si t'acceptes le côté perso, mais que de l'autre côté, tu veux lui défoncer la gueule quand il fait un truc vraiment mal en pro, bah il va se dire, bah en fait, il me défonce moi personnellement parce que je me suis livré à lui, donc c'est ça, tu peux pas jouer un double jeu. Et je pense surtout que tu dois montrer que tu mets la même ardeur dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est toujours le projet au-dessus des gens. Ouais. Et ça, c'est très très important. Il y a encore pas si longtemps, je sais pas si je peux citer l'exemple, mais Romain me disait, ah non mais ça, j'ai plus envie qu'on en parle, machin, etc. Ma réponse a été extrêmement claire. Ma réponse a été de dire, on en parlera autant qu'il faudra en parler tant que tu ne seras pas à ce niveau-là. Ce dont tu as envie de parler, personnellement, j'en ai rien à foutre. Ah, j'en ai rien à foutre, on peut le dire, hein. Alors, je le dis, Manuel, à chaque fois qu'il m'entend parler anglais, là, on a eu un très gros projet où j'ai dû parler anglais, à chaque fois qu'il m'entend parler anglais, il ne cesse de me répéter que je parle anglais comme une vache espagnole. Génial. Non, comme un roumain. Comme un roumain. J'ai trop... T'aimes trop l'Espagne pour, oui. Et je lui ai dit à un moment, c'est super, mais si tu peux arrêter de me le dire, je l'ai compris, en fait. Maintenant, je suis en train de le travailler, que tu me le répètes dans chaque email, de toute façon,
c'est pas ce qui va faire augmenter mon niveau d'anglais maintenant. Donc Mais c'est il pour s'en ça que je te branle. l'ai dit. Et il s'en branle complètement. Hmm. Mais c'est pas grave, moi j'ai voulu aussi lui dire ce que je pensais. Je pense que c'est dans les deux sens, mais par contre ça a été dit de façon respectueuse. C'était pas, tu vois, enfin, je pense que t'as aussi une façon de dire les choses. Et moi j'ai pas de problème là-dessus. C'est ce que je disais au début de ce podcast, ça dépend vraiment de la personne que t'as en face et de... Vous avez un projet commun. Oui, mais on n'a pas peur de la confrontation surtout. Mais Moi, il y a parce que- aucun moment où je me dis, oh là là, il Parce faut que pas que je vous dise. servez le même projet commun. Il y a plein de gens qui sont dans des boîtes, qui aiment pas tant que ça. Ils aiment pas tant leur travail que ça. Ils ont pas forcément envie de voir la boîte réussir. Ils veulent juste gagner leur vie avec ça. Ils sont dans une situation assez confortable. Donc en fait, dès qu'on les demande de pousser un peu la boîte vers le haut, ça va pas dans le sens de leurs objectifs. Oui, mais dans ce cas, tu te sens pas attaqué. Bah t'as au moins t'as pas la même réflexion en fait. Tu réfléchis pas de la même manière. Tu défends plus ton projet personnel que le projet de la boîte. Donc si tu peux te sentir attaqué. Ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que c'est le déclin assuré. Bien sûr. C'est-à-dire que à partir du moment où la boîte ne fonctionne pas trop, où tu laisses passer des trucs qui vont contre la performance de la boîte, tu vas contre ta propre performance. Parce qu'au bout d'un moment, si la boîte décline, elle doit prendre des décisions qui font que ça aura des incidences sur toi de façon directe ou indirecte. Et en fait. il changera de boîte. Oui, tu changeras de boîte, évidemment. Alors c'est de moins Mais- en moins facile, mais c'est possible. Ouais. Et encore, on a la chance d'être dans un marché de l'emploi assez dynamique en France en ce moment, avec un taux de chômage qui a beaucoup baissé, avec une performance sur le marché de l'emploi comparée au reste des pays européens qui est plutôt bonne. Et donc ça. Et si t'es dans le secteur de la tech, encore plus parce que c'est un secteur qui souffre moins que les autres et qui consomme beaucoup d'expertise et de ressources humaines. Mais ça viendrait pas à l'idée de plein d'autres secteurs et de plein d'autres mecs dans d'autres secteurs et dans d'autres boîtes. C'est souvent une réflexion de petits privilégiés. Je sais pas si ça peut aider certaines personnes qui ont un boss ou un manager et qui ont du mal avec ça, mais si justement, hiérarchiquement, vous comprenez pas qu'à un moment, quand on vous fait cette réflexion-là, c'est parce qu'on veut vous aider à continuer de grandir et qu'on veut continuer de vous compter dans la boîte. Moi, il y a un truc que je dis très souvent quand il y a des nouvelles recrues, notamment chez Influx, avant qu'ils rencontrent Manuel ou une fois qu'ils l'ont rencontré, etc., je leur dis, alors, il faut que tu comprennes très vite un truc, c'est que s'ils te demandent de le voir et qu'en plus de ça, il peut te reprocher certaines choses sur un sujet, etc., c'est qu'il t'apprécie en fait, parce que sinon il l'aurait fait tout seul et il t'aurait juste ignoré le jour où tu fais vraiment, mais tu serais déjà soit plus là, soit il coupe tes accès, soit il t'ignore. Mais quand la personne au-dessus de toi prend le temps de venir te voir et te dire putain là t'as vraiment fait de la merde, attends je vais mettre à côté de toi, je vais t'expliquer, tu comprends là, je vais te réexpliquer notre projet, etc. Mais c'est une preuve de confiance, ça veut dire qu'on te montre qu'on pense que tu peux mieux faire. Donc le jour où tu te fais engueuler, pense un peu plus, sauf dans des boîtes de merde où tu te fais juste engueuler parce que tu fais le boulot que l'autre personne était censée faire et que tu l'as mal fait, donc elle va se faire défoncer parce qu'elle était pas au bon timing, au bon machin, au truc. Mais ça t'y peux rien, t'as toujours des cons. Pour le coup, on n'exclut pas les patrons qui sont cons, il y en a. Ouais. Mais il y en a plein. Mais il y en a plein. Mais quand tu tombes sur un bon et qui prend le temps de passer du temps avec toi, dis-toi que son temps de toute façon serait plus rentable avec un client et à faire le boulot qu'il t'a demandé de faire parce que lui ça fait peut-être 10 ans qu'il le fait, plutôt que de passer du temps avec toi. Donc quand t'arrives vraiment à comprendre ça, c'est ce qui fait que quand je reçois des mails de merde, je me dis bon, s'il me le dit, c'est qu'à la fin, sinon il l'aurait pas écrit, il aurait pas passé 20 minutes. Des mails de merde quand même. Oui. Moi, je considère que répondre à un email en mettant des bullet points structurés qui disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est déjà investir sur quelque chose. Bien sûr. Si tu penses que c'est peine perdue, tu réponds même pas. T'en parleras à l'arrachant le croisant dans les couloirs. En fait, tu lui dis merci beaucoup, c'est la dernière interaction qu'on va avoir, la sortie est là, à bientôt, au revoir. Ouais. Et ben, on va rentrer plus dans l'exemple que tu citais tout à l'heure. C'est ce que j'ai fait avec un collaborateur précédent qui faisait un travail qui était très moyen. Médiocre. Pour pas dire autre chose. Et en fait, à chaque fois, j'ai fait un bullet point expliquant, bon, ça c'est pas mal, mais il y a des améliorations, et j'ai expliqué à chaque fois ce qui était pas bien et pourquoi c'était pas bien. Bah, ça te prend un temps fou, en fait, à faire. À chaque fois que je l'ai fait, je me suis dit, il vaudrait mieux que je réécrive tout, que je refasse tout moi-même, parce que ce serait vraiment beaucoup moins énergivore et ça me prendrait 2 minutes. Mais j'ai voulu faire un peu la pédagogie, et au final, il se trouve que c'était pas un bon choix, parce que derrière, on m'a chié à la gueule. Oui, parce qu'à la fin, on te dit que t'aimes pas la critique,
et que tu n'es pas ouvert aux nouvelles idées. Ouais, en c'est fait. ça. En fait, il valait mieux lui dire dès le début, en fait, ce que tu me proposes n'est pas du tout au niveau. Ça marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et si tu ne vois pas la différence entre ça et ça, en fait, à un moment, t'as un problème de myopie, en fait, donc il vaut mieux qu'on arrête ici. Mais du coup, comment on fait pour à la fois être un bon manager et être un peu solide là-dessus, et en même temps pas tomber dans le patron qui devient complètement con? On se plante et on recommence. C'est dur. Bah oui, mais c'est super dur. En fait, moi, ma théorie, c'est que je pense qu'on ne change pas les gens fondamentalement. À l'âge où on les a sur le marché de l'emploi, on ne les change pas fondamentalement. D'ailleurs, tu devrais pas engager des gens pour les finir leur formation. Ouais. Tu devrais engager les gens pour les compétences qu'ils ont à un instant donné, leur capacité à se maintenir à un niveau de compétence élevé et à apprendre en permanence et à servir le projet de l'entreprise et à y contribuer. À partir du moment où tu détectes que tu dois corriger des problèmes et de comportement et de niveau, c'est fini. C'est mort, ouais. Il y avait une réflexion, Manuel, que tu avais eu à un moment qui était oui, on a besoin de telle personne pour tel poste, mais il faut surtout pas aller chercher dans notre secteur. Et j'étais en mode, mais c'est bizarre parce que il vaut mieux aller prendre une personne qui est là depuis 15 ans, etc. Ça peut aussi donner peut-être un tips à des gens qui cherchent un nouveau boulot ou autre, chercher en dehors de votre secteur. Pourquoi? Surtout si vous êtes sur le marché depuis longtemps. Parce qu'en fonction des missions ou du projet de l'entreprise, vous serez plus malléable si vous connaissez pas le sujet. Et c'était intéressant d'avoir eu ta réflexion parce qu'à un moment, Manuel me dit, non, mais lui, il est excellent, mais s'il vient là chez nous, il va vouloir nous faire à sa sauce, son truc, son machin. Il va jamais vouloir tester de nouvelles choses parce qu'il va juste réappliquer ce qu'il a déjà appliqué, histoire de toucher son salaire à la fin. Et puis, il aura pas l'esprit de start-up, de truc qui veut se démêler, essayer de faire des choses différemment. Donc, on va aller prendre une personne qui qui avait ces responsabilités-là, mais dans un tout autre secteur, pour que quand la personne vienne chez nous, elle ait l'expérience de manager, etc., mais qu'elle n'ait pas du tout, ou qu'il n'ait pas du tout des habitudes dans notre secteur. Ça, je trouve ça super intéressant aussi. Donc parfois, c'est un peu comme nous avec les partenariats sur YouTube, parfois faut sortir de ton domaine à toi pour avoir des super belles opportunités et collabs, plutôt que de dire je fais de la tech, je vais faire des collaborations tech. Non, pas forcément. Faut savoir que quand on est allé chercher Romain, il était stripteaseur à la base. C'est vrai. C'est complètement un autre secteur, mais au final, ça a marché. À Périgueux. Et pour revenir à ce que tu disais, Léo, je pense qu'il faut surtout ne justement pas avoir peur de passer pour un con, de passer pour quelqu'un de... Ça, c'est hyper difficile. Moi, j'arrive pas à le faire, ça. De méchant ou de... Tu vois, il y a des gens qui vont te juger en tant que personne. Ouais. Il y a des gens qui vont dire t'es méchant, t'as pas les bonnes valeurs, tu me parles pas gentiment, etc., etc. En fait, il faut n'en avoir absolument rien à foutre, parce que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est tu comprends ce que je te dis, tu comprends pas ce que je te dis. Tu me montres que tu comprends ou tu me montres pas que tu comprends. À un moment, bosser dans une organisation, c'est aussi accepter d'être jugé par ton N+1, ton N+2, etc. Et d'accepter que ce système n'est pas forcément juste. Ouais. On n'est pas là pour rendre la justice dans une boîte. On n'est pas là pour ça, en fait. Évidemment, il y a un set de règles, il y a un droit du travail, etc., etc. Évidemment, tout ça, il y a pas de débat là-dessus. Mais après, sur le fond, on est là pour juger de ta capacité à participer au projet de la boîte. Et je pense que ton niveau d'autorité définit le niveau d'ambition de ta boîte. L'exemple le plus connu, je pense que c'est Steve Jobs. T'as plein de gens qui disent que ça a été la pire expérience de leur vie, que il les a traités comme des merdes, etc., que c'était vraiment horrible, ça les a traumatisés. Bon, déjà part de la boîte avant d'être traumatisé. Je pense que c'est une bonne méthode. Et à l'inverse, t'as plein de gens qui disent, c'était dur, mais sans lui, j'aurais jamais atteint ce niveau. J'aurais jamais participé à des technologies qui ont changé le monde, en fait. Parce que c'est vraiment son autorité, c'est son ambition qui nous a transmis à tous, qui fait qu'on a fait des trucs qui nous paraissaient impossibles à ce moment-là. Et je pense que la meilleure preuve, c'est quand tu mets la même ardeur à, on va dire, défendre ce qui te paraît le plus juste et le plus aligné avec le projet, indépendamment des gens. Ouais. T'es pas là pour faire plaisir aux gens. Donc tes collaborateurs n'ont pas toujours raison. Et tes clients n'ont pas toujours raison.
À un moment, c'est juste du pragmatisme. Est-ce que ça fait du sens ou est-ce que ça fait pas du sens? Est-ce que ça fait avancer le schmilblick ou est-ce que ça le fait pas avancer? Et tu dois être capable de, à certains moments, recadrer des clients, encourager des collaborateurs ou inversement. Et quand t'es seul patron et que tu prends une décision, que tes collaborateurs sont pas d'accord, t'as pas peur de peut-être être dans le faux? Si. Et la seule question que tu dois te poser, c'est de te dire, est-ce que cette décision va m'amener à pouvoir perdre tel ou tel collaborateur? Et est-ce que c'est une perte que je peux me permettre? C'est toujours la porte de sortie. J'adore l'image de se dire je prends une décision, je me retourne, est-ce que la porte est encore ouverte? Est-ce qu'il y a des choses qui vont... Tu vois, mais c'est le rôle que t'endosses. Tu prends forcément des risques, ouais. Et si tu es préoccupé à l'idée d'être populaire, d'être apprécié par le plus grand nombre, alors ne dirige pas. Parce que diriger, ça n'est pas être populaire. Ça va pas bien ensemble. Bah, fait chier, les patrons sont pas tous des cons, là. Pas forcément. On va être obligé de mettre un point d'interrogation dans le titre. Merde. Merci les gars. La bise. Bye bye.